Ici Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal des auditeurs et des musiciens dirigé par Didier Rochard, diffusé en direct dimanche 7 septembre 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé lundi 8 septembre dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Jean-Édouard. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bonsoir et bienvenue dans le libre journal des auditeurs. J'ai la grande joie ce soir, la grande joie et le grand honneur de recevoir à nouveau le colonel Lepargneux. Bonsoir mon colonel. Nous allons donc ce soir traiter dans une troisième émission, Pétain de Gaulle, une autre vision de l'histoire. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je rappellerai simplement aux auditeurs, car ils nous l'ont instamment demandé, de rappeler les deux précédentes émissions que nous avons fait à ce sujet, même thème, Pétain de Gaulle, une autre vision de l'histoire. Les précédentes émissions ont donc ont été diffusées le 22 juin et le 13 juillet dernier. Je dis ça pour que les auditeurs qui le souhaitent puissent compléter cette collection de sans doute 4 émissions, puisque nous sommes à la 3e aujourd'hui. Nous allons poursuivre chronologiquement l'histoire et que il y aura très probablement une 4e émission. Je vous en indiquerai la date tout à fait en fin d'émission. Je me dépêche de vous rappeler en quelques mots seulement, les précédentes émissions que le colonel Lepargneux nous avait données les 22 juin et 13 juillet dernier. Alors la première partie avait consisté à voir pourquoi traiter un tel sujet. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a urgence à remettre les pendules à l'heure, même celle de l'Élysée, nous savons les dernières déclarations du président, face à cette scandaleuse falsification de l'histoire. C'est un traitement discriminatoire devant lequel nous sommes placés, nous, bien sûr, des générations un peu plus anciennes qui peuvent encore avoir un discernement parce qu'ils ont vécu certains de ces événements, mais surtout pour les générations nouvelles qui vont être malmenées par la façon dont on va présenter, tout et autant qu'on le présente, ces quelques années déterminantes pour l'histoire d'aujourd'hui. Partout, De Gaulle, des avenues, des places, des stations de métro, un aéroport international, dans toutes les émissions, que ce soit justifié ou pas, du reste, on nous donne son portrait, ils sont mentionnés tout ce qui concerne l'homme et ses actions politiques dans une sorte de propagande, il faut bien le dire, assez convenue. Encore récemment d'ailleurs, dans un certain nombre de parutions, à l'occasion de la libération de Paris, par exemple, on a beaucoup entendu parler du général de Gaulle, en oubliant un peu les autres, ceux qui avaient véritablement œuvré pour cette libération. À l'inverse, disparition totale du maréchal Pétain, mémoricide absolu dès 1944 lors de l'épuration, bien sûr. Toutes les rues, places, avenues sont débaptisées. Même chose encore aujourd'hui à Parpeville, où il y a quelque temps, dans l'Aisne, à Dénoncourt, dans la Somme, à Bellerin en Meuse, à Gonneville-sur-Mer, où l'on a décroché son portrait dans la galerie des présidents de la République et de l'État français. Par conséquent, il y a là des déformations de l'histoire qui sont tout à fait ignomineuses. À la télévision, dans les livres scolaires, bien sûr, Pétain est toujours présenté comme un traître, le complice d'Hitler dans la déportation et le génocide des Juifs. C'était d'ailleurs les termes mêmes du président Jacques Chirac lors d'un discours le 16 juillet 1995, discours qui fut repris par le président Sarkozy. Alors, deuxième partie de ces précédentes émissions du 22 juin et du 13 juillet dernier, De Gaulle encensé hors de tout bon sens.
De Gaulle, héros national, rassembleur des Français, et on y ajoute un point d'interrogation. En fait, dès ses premiers discours de Londres, il apparaît comme le plus grand commun diviseur des Français de tous les temps. C'est le colonel Alain Dumarsais qui s'exprime de la sorte, et celui qui faisait se battre les Français entre eux, et c'est évidemment le très bon bouquin de Roger Olindre qu'il faut citer. De Gaulle, libérateur de la France, premier résistant de France, ce ne fut pas De Gaulle mais Pétain. Non, ce sont les Américains et les Alliés et notre magnifique armée d'Afrique. Alors je remarque que pour la première fois depuis des dizaines d'années, le président de la République, François Hollande, malgré tous ses défauts, allons nous dire, sur le porte-avions Charles de Gaulle précisément, lors des cérémonies du débarquement en Provence, a pour la première fois prononcé le terme de armée d'Afrique, alors en y ajoutant armée cosmopolite. Je veux bien, non, cette armée d'Afrique était une armée de Français. N'oublions pas que tous ces départements, je ne parle pas du Maroc qui était un protectorat, mais l'Algérie était française, département français. Toujours est-il que on a entendu parler de l'armée d'Afrique, ce qui était jusqu'à présent absolument impossible. Du reste, De Gaulle lui-même a reconnu en 1959, et je cite, « Cette victoire n'est d'ailleurs pas la nôtre », ce sont les propos même du général de Gaulle, au cours d'une déclaration lors de la signature par le Premier ministre du décret du 11 avril 1959, relatif à la date de la commémoration de la victoire de 1945. Lorsqu'une république chasse l'autre, c'est le titre de l'ouvrage qui cite cette citation. 1958-1962, Souvenir d'un témoin, et c'est Roger Belin, aux éditions Michalon, paru en juin 1999, page 199. Je poursuis la déclaration de De Gaulle. Cette victoire, donc, n'est d'ailleurs pas la nôtre. L'action de nos forces, qu'elle fût celle de nos armées ou celle de la résistance, n'a été d'aucun poids dans le résultat final. Elle n'a pas modifié d'un jour ou même d'une heure le moment de la capitulation allemande. Naturellement, j'ai dit et affirmé le contraire. C'est De Gaulle qui parle. Car il fallait que la France figurât parmi les puissances victorieuses et fut présente à la table des vainqueurs. Fermez les guillemets. Voici donc cette deuxième partie que nous avait exposée le colonel Lepargneux dans les précédentes émissions. De Gaulle, donc, ne fut pas le premier résistant de France, mais c'est bien Pétain qui, dès avant l'armistice, prépara la revanche dans les consignes données au général Hunsinger à Rhétonde, dans le refus systématique à Hitler l'obligeant à respecter l'armistice, et enfin dans cette fameuse reconstitution de l'armée française, de l'armée d'Afrique, dite d'Afrique. Troisième partie, enfin, de ces précédentes émissions, quelques points d'histoire nécessitant une réinformation. Alors le colonel Lepargneux a traité doctement du faux appel du 18 juin 40. Il a traité de l'armistice de 40 qui était tout à fait indispensable, alors à travers des témoignages eux-mêmes indiscutables de Churchill, de Henri Amouroux, de Gaulle lui-même, qui reconnaîtra la nécessité de cet armistice. Au général Audic en 1941, il dit « N'avouez jamais que l'armistice ne pouvait pas être évité ». Il y a eu un colloque d'ailleurs dans le même sens le 14 janvier 2010 à l'école militaire. De Gaulle contre l'Empire français, l'affaire de Syrie, l'affaire de Madagascar, l'affaire du Gabon, cette véritable guerre franco-française avec tant de morts était-elle nécessaire? Je rappelle que l'affaire syrienne, dont on parle beaucoup aujourd'hui, est le seul endroit où les Français ont dû tirer contre les Français, l'armée française se battant en quelque sorte frère contre frère. Enfin, le statut des Juifs et les rafles. En 1939, il existait déjà un véritable climat d'antisémitisme, comme l'a fait remarquer à plusieurs reprises le professeur François-Georges Dreyfus, qui était lui-même patron d'émission sur cette antenne et qui a naturellement publié de nombreux ouvrages à ce sujet. À propos du statut des Juifs, les témoignages et les écrits de Annie Kriegel, de Roll Inger, de Simone Weil, la philosophe, de François-Georges Dreyfus, de Léon Poliakov, de Alain Michel, tous reconnaissant
que le régime de Vichy et le maréchal Pétain ont fait tout ce qu'ils ont pu pour éviter le pire. Et nous allons traiter aujourd'hui de sujets évidemment éminemment importants, puisque nous allons traiter des rafles concernant les Juifs et concernant l'entrevue de Montoire entre Hitler et Pétain. Et puis nous allons tenter d'avoir le temps de parler des épurations en France bien sûr, mais aussi dans l'Empire, car l'épuration en Indochine a été absolument dramatique. Elle a d'ailleurs provoqué peu ou prou, nous le verrons tout à l'heure, le déclenchement d'une guerre. Donc, refus de Gaulle de recevoir l'amiral Offand, épuration en France, épuration en Indochine. Quant aux amiraux et généraux qui ont obéi, nous verrons quel fut leur sort. Enfin, décolonisation bâclée de notre empire et liquidation de l'Algérie et du Sahara. Mais ça, je pense que ça concernera la 4e émission, dont je peux déjà vous dire, chers auditeurs, pour ceux qui suivent ce feuilleton historique, qu'elle aura lieu au mois d'octobre et qu'elle aura lieu le 19 octobre. Alors, mon colonel, j'ai résumé en 7 minutes les 2 précédentes émissions et nous allons maintenant poursuivre chronologiquement, en quelque sorte, cette autre vision de l'histoire des relations entre Pétain et De Gaulle. Cher monsieur Rochard, je ne vous remercierai jamais assez de pouvoir m'exprimer à cœur ouvert. Parce qu'aujourd'hui, face à cette falsification de l'histoire, les gens n'osent pas parler. Ils connaissent beaucoup de choses, mais ils n'osent pas parler. Or, pouvoir s'exprimer comme vous me le permettez de faire dans une émission aussi prestigieuse que la vôtre, je dirais ça sans hésitation, parce que je considère que vos émissions sont pratiquement les meilleures. Oh, vous êtes trop aimable. Ne soyez pas. Alors, je ne remercierai jamais non plus assez mon éditeur dévoué au féminin et compétente, Bernadette, ainsi que mon libraire Jean-Pierre, qui, sous ces tonnes de documents qu'il m'envoie, me permet tout de même de trouver pas mal de perles. Je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir fait un exposé aussi rapide, d'avoir résumé les deux premières séances. Ça va m'éviter de les rappeler moi-même. Et avant de commencer dans le vif du sujet, sachez que ces émissions, que vous avez la gentillesse de qualifier d'intéressantes, de prestigieuses, ne valent que pour les invités qu'on y reçoit. Vous êtes bien... Allons-y, voilà. Oui, alors je suis très, personnellement, attaché à la vérité historique. J'avais un père qui était un homme remarquable, et j'hérite de cette espèce de pulsion naturelle. Je ne peux pas admettre le mensonge. Or, actuellement, on ment depuis déjà pas mal d'années. On ment d'une façon, mais scandaleuse. On présente des émissions télévisées. Vous faisiez appel l'autre jour à la Libération de Paris. On vous plaque De Gaulle, etc. Même s'il n'était pas présent ici ou là, on vous le plaque. J'ai l'impression même que ça va bientôt... On va bientôt nous dire que c'est De Gaulle qui a gagné la guerre de 14-18. À mon avis, au train où ça va, avec la commémoration, parce qu'on n'en parle pas, c'est ce qui va se passer. Toujours sous le chapitre de la résistance, bien entendu. Je m'insurge, oui, contre ces émissions télévisées, parce que si on regarde bien, à partir de clichés, quelques clichés d'archives, indiscutable, on vous montre un film qui, lui, est une fabrication, et avec des commentaires qui sont scandaleux. C'est très bien présenté. Et si vous n'entendez qu'une cloche, vous n'entendez qu'un son. On n'attire pas les mouches avec des vinaigres. Ah non, mais c'est sûr. Et quand j'interroge pas mal d'adultes, ou même mes petits-enfants, mais ils disent mes grands-pères, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Absolument. C'est toujours ce qu'on a... Alors, comment voulez-vous faire face à une fastification pareille si... il vous faudrait des heures et des heures de cours pour pouvoir rectifier. J'ai même entendu d'ailleurs sur Radio Courtoisie un certain historien en culotte courte, en mai 2010, prétendre que le maréchal Pétain et le général Weygand étaient le responsable de la défaite de 40. Eh ben moi, j'ai trouvé ça énorme. Plus c'est gros, plus ça passe. Vous savez très bien, on connaît l'affaire. Quand vous leur demandez, Guy Moquet. vous leur envoyez des papiers pour leur dire prouvez-moi ceci, cela, ils répondent jamais. Hein. Bien sûr.
Bien, alors, puisque vous avez rappelé ça d'une façon remarquable, je vais aller assez rapidement, parce que je voudrais quand même mettre un petit accent, revenir un tout petit peu à propos du statut des Juifs. Parce que la dernière fois, j'ai pas été assez clair, et je constate que, en réalité, si beaucoup d'historiens l'ont considéré comme étant inique et injuste, Pétain lui-même d'ailleurs, car ce sont en fait les responsables de la non-préparation à la guerre, comme par exemple Léon Blum, qui aurait dû être sanctionné, et non pas l'ensemble de la communauté juive. Alors vous avez le même sentiment qui a été exprimé par Robert Harron dans son Histoire de Vichy, ou 40-44. Édition Fayard, 1954. Page 228. Ou bien par Dreyfus, Histoire de Vichy, édition de Fallois en 90, chapitre 4, page 76. Le professeur Dreyfus déclare ceci: le statut d'octobre 40 ne fera que reprendre ce que dans le fond d'elle-même pense la majeure partie de la population, et que cet antisémitisme politique est favorisé, il est vrai, par le sentiment que la France est gouvernée par des Juifs. C'est le professeur Dreyfus qui l'a. Bien. Il a même rappelé, dans un ouvrage que je considère comme excellent de Michel Boisbouvier, dont j'ai déjà parlé. Aux éditions Godefroy de Bouillon en 2008, oui. Exact. Dreyfus disait ceci: on oublie un peu trop facilement que ce qui va incontestablement jouer dans un rôle dans la politique de Vichy, antisémitisme, anticommunisme, antiparlementarisme, est déjà en place le 15 juin 40. Depuis 1932, la République est devenue xénophobe, mettant en place ce qu'on appelle aujourd'hui la préférence nationale. Bien, c'est la fameuse loi Salingro. Bon, il faut savoir aussi que les lois d'octobre 40, puis celles de 41 sur le statut des Juifs, ont été promulguées à l'époque afin d'empêcher les Allemands de légiférer à sa place. Parce qu'ils voulaient légiférer sur le statut des Juifs, et le gouvernement de l'époque a dit « Attention, doucement, ça ne fait pas partie du tout des conventions d'armistice. Vous n'avez pas à légiférer sur le statut des personnes de France. » D'ailleurs, Maurice Duverger, qui était juriste de droit en droit public, avait à l'époque déclaré les lois du 3 octobre 40 et du 2 juin 41 n'ont donc pas le caractère de mesures de représailles, mais de mesures d'intérêt public. C'était dans ce sens-là qu'il voulait le dire. Alors ça, c'est tiré du... Voilà, dites précisément. C'est tiré de la revue du droit public, livre 7, 1941. Ce qui, du reste, d'ailleurs, il ne faut pas ne pas le dire, a permis dans une certaine mesure une relative protection des biens juifs, car à la Libération, on leur a pratiquement remis ceux qui avaient été confisqués. C'est pour ça que pour juger de cette période, je ne vais pas vous les reciter, mais pour juger de cette période, nous pouvons nous référer à Annie Kriegel, nous pouvons nous référer à, comment dirais-je, à Simone Veil, la philosophe. Nous pouvons nous référer à Dreyfus, qui avait dit que si Pétain était parti en 42, ben lui-même ne serait plus là. Il avait été protégé par les fonctionnaires de Vichy et il n'y serait plus. Nous pouvons nous référer à Léon Poliakov. Nous en reparlerons tout à l'heure d'ailleurs, mais je précise que dans son bréviaire de la haine, Léon Poliakov nous dit ceci: du sort relativement plus clément des Juifs de France, Vichy fut en fait le facteur prépondérant. Tout d'abord par l'existence même de la zone libre, dans laquelle, dès l'invasion de 40, Juifs français, hollandais ou belges s'étaient réfugiés par milliers. Nous pouvons nous référer à un ouvrage très récent du rabbin Alain Michel, qui effectivement, compte tenu des chiffres exprimés dans les ouvrages précédents, se rend parfaitement compte que Pétain a joué un rôle positif dans la protection des Juifs. Bien. Je vais maintenant aborder la rafle des Juifs, en donnant quelques précisions. D'abord, premièrement, il faut préciser qu'il n'y a pas eu que des Juifs qui furent déportés, mais beaucoup de non-Juifs, des Français, des Polonais, des Tziganes, des Hongrois, etc. Deuxièmement,
il faut préciser que ce n'est pas la France, mais c'est Hitler et la politique nazie qui sont responsables de la mort des Juifs. Alors pourquoi est-ce qu'on a, le 10 juillet 2000, pourquoi est-ce qu'on a voté une scandaleuse loi prétendant les crimes racistes et antisémites de l'État français? Crimes qui, soit dit en passant, comme l'a fait remarquer Jean Varrot dans son procès Pétain, crimes qui n'ont jamais été évoqués lors du procès du maréchal. Alors, sur cette première chose, je fais juste une petite insert. C'est très important ce que vous dites. Pourquoi précisons qu'il n'y a pas eu que des Juifs qui furent déportés, mais beaucoup de non-Juifs. J'ai été un jour interpellé pendant un conseil municipal d'une petite ville de banlieue parisienne, où j'avais eu des démêlés avec le maire. Alors, je ne sais pas comment cette chose est venue sur la question, mais on a rappelé mon propre père, bien que non-juif, a été déporté à Bergen-Belsen. Donc on rappelait je rappelais, ou quelqu'un dans la salle rappelait cette déportation, et le maire, soi-disant historien, s'exclame devant le conseil municipal. Vous savez qu'on n'a pas le droit de répondre dans un conseil municipal, on n'a pas le droit de discuter, et enfin que la foule n'a pas le droit de discuter, et le maire dit c'est impossible qu'il ait été déporté car il n'était pas juif. Voilà. Incroyable, oui. Un édile municipal, un maire de commune. Pardon. C'est incroyable, mais enfin c'est comme ça. C'est pire que de la désinformation. Bon, alors troisièmement, il faut rappeler que grâce aux initiatives privées et à la politique de Vichy, il faut le rappeler ce chiffre-là, 90% des Juifs vont échapper en France à la barbarie nazie, alors que seulement en Europe, 6% des Juifs y échapperont. Vous pourrez trouver ces chiffres dans l'histoire de Vichy, de Dreyfus, du professeur Dreyfus, chez Perrin en 70, page 785. Vous trouverez... Et rappelez qu'en Afrique du Nord, territoire français, aucun juif n'a été inquiété. Tout à fait. Et ils ont constitué, très largement d'ailleurs, les pieds noirs d'origine juive ont constitué très largement cette fameuse armée d'Afrique que nous évoquions tout à l'heure. Vous trouverez cette référence que je viens de vous donner, ces chiffres, d'ailleurs le professeur Dreyfus me l'avait fait remarquer, vous trouverez cette référence dans La destruction des Juifs d'Europe de Rollilberg, chez Fayard, puis ensuite chez Gallimard, en 2006, pages 1122 et 1123. Et Rollilberg n'hésitera pas à dire, en renonçant à épargner une fraction, on sauva la majorité. Bien, quatrièmement, je précise, il n'est pas inutile que la police... De rappeler que la police n'était pas... Il n'est pas inutile de rappeler que la police n'était pas aux ordres du maréchal, en zone occupée. En effet, à propos des rafles du Veldiv, l'occupant avait le pouvoir de la réquisitionner en vertu de la convention d'armistice. Convention d'armistice qui était d'ailleurs régie par la Convention de La Haye de 1907. À noter d'ailleurs, quand on regarde les vraies images d'archives, et non pas les films qu'on vous présente à la télé, où on voit, soi-disant, la police française embarquer les gens dans les trucs. Quand vous regardez les images d'archives, vous voyez qu'à voir la tête des policiers français, ils n'ont pas l'air du tout pressés. Ils auraient pratiquement les bras dans le dos, vous voyez. Et beaucoup de policiers, d'ailleurs, ont prévenu, quand ils le connaissaient, quand ils savaient, naturellement... Vous avez parfaitement raison. Les habitants juifs, avant, de façon à ce qu'ils aient le temps de se cacher ou de s'échapper. Alors, à la suite de cette rafle du 16 juillet, c'était la première fois que la clause jouait, justement. Aussi, à la vue de ce désastre, et dès le lendemain, le gouvernement de Vichy, Laval et Bousquet ont entamé avec l'occupant des négociations pour leur arracher finalement les accords Bousquet-Auberg, qui sont du 8 août 42, par laquelle l'occupant renonçait à son droit de réquisition. Vous trouverez tous ces renseignements dans Le temps des otages de Jean-Louis Gendry, édition du Rocher, 2007. Et je crois qu'il a fait l'objet d'une réédition l'année dernière ou il y a 2 ans. Je ne sais pas. L'excellent livre Le temps des otages de Jean-Luc Gendry. Par ailleurs, peu de gens le savent, à savoir qu'en octobre 40, les Allemands ont envoyé en zone libre 8000 Juifs originaires de Sarre et du Palatinat.
lorsqu'en juin 42, Laval a appris que les Allemands exigeaient qu'on leur renvoie des Juifs, il a cru qu'il s'agissait des Juifs sarrois et palatins. Et il est aussitôt entré en négociation, à la suite de la conférence de Wannsee, qui était du 20 juin 42, et qui a abouti 20 janvier, 20 janvier, et qui a abouti à un retournement absolu de la politique nazie à l'égard des Juifs. En quoi consistait ce retournement ? Les Juifs les Allemands s'étaient débarrassés des Juifs en les refoulant vers le sud et vers l'ouest. Et à partir de ce moment-là, retournement de la politique, puisque personne n'en voulait, aussi bien les Américains que les Anglais, que les Français, personne. La solution de Madagascar n'avait pas pu marcher. Et bien finalement, ils les ont réexpédiés, ils les ont réclamés pour les réexpédier vers l'Est et vers le Nord, notamment en Pologne. Or, à cette époque-là, ni Londres, ni le gouvernement de Vichy ne pouvaient imaginer le sort qui leur serait réservé plus tard. Donc ils les ont laissés partir en privilégiant les Juifs français, bien entendu. En protégeant, oui, les Juifs français. Mais attends, personne ne savait ce qui allait se passer. Et d'ailleurs, Elie Wiesel lui-même, répondant à Jacques Le Groniec, Elie Wiesel répondant à Le Groniec, était persuadé qu'ils allaient partir en camp de travail. Ça permet donc, cet état de fait permet donc de comprendre pourquoi la discussion du 2 juillet 42 entre Bousquet et Knoren, qui était le chef de la police allemande, au terme de laquelle, en compensation de la non-déportation des Juifs français de la zone occupée, les Juifs étrangers de zone libre pouvaient être renvoyés vers l'Allemagne, car ils étaient persuadés que c'était pas du tout pour aller dans des camps d'extermination, bien entendu. Les Allemands exerçant alors leur droit de réquisition, qui était prévu dans la Convention d'armistice. Une question incidente, d'ailleurs, que m'avait souligné le professeur, que m'avait fait remarquer le professeur Dreyfus, concernant la distinction entre les Juifs français et les Juifs étrangers, apatrides, dont personne n'ose parler. Comment se fait-il qu'en septembre 41, le consistoire central des Israéliens et des Israélites, ait demandé au cardinal Gerlier de ne pas protester contre les arrestations et les internements des Juifs étrangers? C'est curieux, ça. Pourquoi Marc Bloch, parlant des Juifs étrangers, n'hésite-t-il pas à écrire en 41, je cite, « Leur cause n'est pas exactement la nôtre, nous avons le droit de le dire, puisque c'est vrai ». Vous trouverez ça dans L'étrange défaite, lettre du 2 mai 41, folio Histoire, chez Gallimard en 90, page 309. Cette distinction, il faut revoir les choses comme elles sont, cette distinction entre juifs français et juifs étrangers n'a pas échappé à Alain Michel lui-même. Alain Michel qui est juif d'origine française et qui vit en Israël, et qui, dans son ouvrage « Vichy et la Shoah », page 27, fait remarquer que certains juifs reprochent au régime de Vichy, et en particulier au maréchal Pétain, de ne pas avoir protégé tous les juifs de France, évitant de faire la distinction entre les juifs français et les juifs étrangers, ou les juifs apatrides, qui, hélas, évidemment, furent les moins bien protégés. Mais il faudra remarquer que les juifs étrangers ne voulaient pas être naturalisés, ou ceux qui n'ont pas voulu être naturalisés pour échapper au service militaire ont été victimes effectivement de cette rafle particulière. Oui, il faut être honnête, et ne pas hésiter à reconnaître que Pétain, Laval et même Brouspier ont fait chacun où ils étaient, et au moment où tout cela s'est passé, tout ce qu'ils ont pu pour sauver le maximum de juifs. Je rappelle les discussions houleuses et les tractations entre Bousquet et les Allemands, notamment au Ritz à Paris le 7 mai 42, en juillet 42 toujours avec Heydrich, et ensuite les accords du 8 août 42 dont je viens de parler tout à l'heure et du 16 avril 43 avec le général Auberg et son adjoint Knoren. Vous trouverez
toute la relation de toutes ces discussions dans un ouvrage que j'ai déjà cité, que je n'hésite pas à reciter, c'est le Pétain, trahison ou sacrifice de Michel Boisbouvier, qui a été préfacé par Georges Dreyfus. Et si vous lisez la préface de Georges Dreyfus de 4 pages, qui est remarquable, eh bien, vous vous rendez compte que cet ouvrage-là n'est pas un ouvrage bâclé, croyez-moi. C'est pour ça que je le recommande vivement. Il est chez Godefroy de Bouillon, en 2008, page 353 à 376. Si vous voulez discuter avec l'auteur de cet ouvrage, il en sera certainement très content. Je ne sais pas s'il est rentré de vacances. Vous pouvez l'appeler, ou enfin correspondre avec lui sur son email, je cite, michel.boisbouvier, on écrit Boisbouvier tout attaché, Bois et Bouvier, @sfr.fr. Je répète, michel.boisbouvier, BOISBOUVIER, @sfr.fr. Pour connaître que Vichy, bien entendu, fut contraint par la défaite militaire, l'occupation de la zone nord, puis ensuite de la zone sud, à partir de 1942, tous les prisonniers, le pillage, les pénuries alimentaires, les arrestations, les prises d'otages, les exécutions et déportations, tout ce qu'on peut imaginer. Vichy a été obligé d'avaler bien des couleuvres. Et c'est pour ça que en faire l'impasse, comme le fait Selmain et Paxton, c'est, à mon avis, trahir profondément la vérité historique. D'ailleurs, Raymond Aron l'a très bien dit, la tâche de Vichy a consisté à organiser l'équivoque. Ce qui explique cette politique de l'esquive et de la feinte sur le fond de la politique de Pétain, ce qui explique effectivement la réflexion de Léon Poliakov. Je cite, voilà ce que dit Poliakov, « Du sort relativement plus clément de la communauté juive de France, Vichy fut en fait le facteur prépondérant. » Vous trouverez ça dans le Bréviaire de la haine, le troisième Reich et les Juifs, chez Calment-Lévy en 51, page 205. Mon colonel, permettez que je lise quelques messages d'auditeurs qui nous feront pas trop revenir en arrière, mais des précisions importantes. Un auditeur dans ce libre journal des auditeurs de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, dans lequel je reçois le colonel Michel Lepargneux, et le thème de notre émission, Pétain de Gaulle, une autre vision de l'histoire. C'est le 3e volet de cette émission et les messages affluent. Alors, un auditeur nous demande, nazi, quelle est la définition de ce terme ? National-socialisme. National-socialisme. C'est la partie, c'est le terme allemand qui est traduit par national-socialisme. Je rappelle le hiatus d'une sénatrice socialiste pendant une académie, une université d'été, où elle déclarait à la tribune que les socialistes d'aujourd'hui étaient les nationaux socialistes. Et puis elle s'est reprise un petit peu en disant qu'ils étaient les socialistes nationaux. Voilà. Comme quoi, il faut rabâcher l'histoire. Un auditeur, quelle était dans la résistance la part de la résistance gaulliste ? Dans la résistance, bien entendu, vous avez eu des résistants, mais elle n'a pas été si, comment dirais-je, importante que on peut le citer. Déjà avant que De Gaulle ne commence à rentrer dans la résistance, les gens de droite étaient déjà partis en quelque sorte. Comment s'appelle l'ancien il y avait De Bénouville qui faisait partie de l'AF. Il y avait Alain Guillottret, patron d'émission sur cette antenne. Il y a un tas de gens de droite qui sont rentrés dans la résistance sans a priori obéir aux ordres de Gaulle. De Londres, bien évidemment. Ne serait-ce que Henri Freinet. Henri Freinet, tout à fait. Qui, bien sûr, lui, était résistant de l'intérieur et résistant de la première heure. Alors, rapidement, dans une émission de télévision récente, j'ai entendu que Léon Blum, lors de sa déportation en camp, n'avait pas été
logé dans des baraquements, mais dans un pavillon. Oui, ça semble tout à fait exact. Ensuite, il aurait été rapatrié en avion pour participer au procès Pétain. En 1936, Léon Blum aurait dit « Il ne faut pas réarmer la France, comme cela Hitler ne nous attaquera pas ». Alors je ne sais si c'est... Léon Blum a toujours dit s'il y a quelqu'un pour contrer l'armée, je suis le premier. Voilà, quelque chose comme ça. Je suis votre homme. Voilà. Léon Blum nous a saboté le Front populaire. C'est pour ça que dès 36, c'est pour ça que je dis à mon historien en culotte courte que c'est Léon Blum qui est responsable de la défaite. Mais c'est pas Pétain ni Végan. Il faudrait quand même qu'il se rappelle de ça. Faut voir toutes les, comment dirais-je, oppositions, ne serait-ce sur le plan budgétaire, qui ont été refusées à Pétain pour réarmer la France. Absolument. Pourquoi Hitler a-t-il séparé la France en deux alors qu'il aurait pu occuper toute la France ? Parce que Pétain a fait signer l'armistice avant, oui, précisément pour préserver une zone libre. Que l'ensemble du territoire ne soit pas occupé, et surtout, si le sud de la France avait été occupé, toute la flotte française de Toulon serait tombée aux mains des Allemands, fait, oui. Et surtout nos départements d'outre-mer. Oui. Je vous ferai remarquer à ce sujet que Pétain avait déclaré qu'on aurait dû signer l'armistice bien avant, ce qui fait que à ce moment-là, la ligne de démarcation se serait inscrite, si vous voulez, au nord de Paris. Tandis que au 19 juin, les Allemands étaient arrivés pratiquement, pas aux Pyrénées, mais presque. Alors, 2 messages encore, si vous le voulez bien. Après, on avance, c'est promis. Oui, parce que Maurice Duverger nous dit cet auditeur, juriste, membre du Parti populaire français, était un compagnon de Jacques Doriot. Il a approuvé les lois juives d'octobre 40. Le maréchal a tout fait pour que ce soit limité. Duverger est devenu maoïste dans les années 65-70. Il écrivait dans Le Monde, cette émission est passionnante, nous dit cet auditeur. Et puis, un autre nous dit, on nous parle des nazis et des juifs, Hitler est une conséquence et non une cause. La cause première, révolution communiste de 17. Oui, bien sûr, on peut effectivement faire cette analyse, mais il faut tenter de rester, comme le fait le colonel Lepargneux, dans des choses parfaitement établies par des déclarations dont on donne toutes les références. Refaire l'histoire est très hasardeux à toute époque. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans la propagande qu'on entend aujourd'hui en permanence à la télévision ou dans les livres, c'est que on considère que seuls les Français et bien sûr le gouvernement du maréchal Pétain a œuvré pendant cette guerre, en oubliant souvent qu'il y avait quand même une présence allemande qui était considérable. Très contraignante. Et que vous avez cité plusieurs fois les actions du général Auberg et de son adjoint Knorren. Rappelez-vous que Auberg a été gracié par le général de Gaulle et qu'il est mort tranquillement dans son lit de vieillesse à Beaune. Vous disiez l'autre jour, oui. Pardon. Bon, c'est ce que vous disiez l'autre jour. Voilà. Oui, alors maintenant, je passe parce qu'il y a tellement de choses à dire. À proprement parler des rafles, je précise que le gouvernement de l'époque discutait sans arrêt avec les Allemands pour éviter des représailles. Je prends l'exemple du drame de Rieux, puis de Lyon, à la suite de l'assassinat de Philippe Henriot, les Paul Touvier avait, après de multiples tractations, réussi à obtenir des Allemands que le nombre des otages qui devaient être fusillés, qui avait été précisé à 100, soit ramené à 7. Ça fait l'objet de discussions interminables entre l'adjoint de Paul Touvier et les Allemands, puis ensuite par Paul Touvier lui-même. Autrement dit, 93 juifs qui ont échappé à l'exécution du 22 juillet 44, moi je pose la question, sont-ils revenus remercier Paul Touvier ? A priori, j'ai l'impression que non, mais enfin ça, je peux pas le savoir. Bon, vous pourrez lire l'affaire Touvier, chronique d'un procès en idéologie de Jacques Trémollet de Villers, chez Martin Morin, en 94, page 313 et 314. Alors, cette affaire corrobore tout à fait des messages d'auditeurs. On nous dit que le baron de Rothschild faisait venir les Juifs à Pétain pour les sauver, pour qu'ils les évacuent. Des personnes ne sont pas parties au STO grâce à Pétain. Alors, un autre exemple de l'action positive du maréchal. Le maréchal a réussi à faire libérer des otages.
Il suffit simplement de se rapporter au témoignage du docteur Charles Barès, qui était chef de la résistance, réseau Alsace-Lorraine. Au procès du maréchal Pétain à l'audience du 10 août 45, tome 7, tome 3, je crois, c'est le tome 3. Du journal officiel, page 175 à 179, ça c'est la référence. Eh bien, Besse a eu le courage et l'honnêteté de déclarer que grâce aux démarches entreprises par le maréchal Pétain, par l'intermédiaire de Ribbentrop et du maréchal Kettel, il avait eu la vie sauve, alors que lui et ses compagnons avaient été condamnés à mort. Bien, excusez-moi d'aller un peu vite, mais beaucoup de choses à voir. Alors, je voudrais parler de Montoire maintenant. Certains esprits un peu courts reprochent au maréchal Pétain d'avoir serré la main d'Hitler. Il ne s'agit pas du tout d'une adhésion de cœur. Quand on vous serre la main, c'est une question de protocole international. C'est une question de protocole. Et on lui a tendu la main, il a répondu. Alors Pétain, d'ailleurs, à l'époque, à ceux qui lui reprochaient d'avoir accepté cette poignée de main, il dit, il cite, « Il m'a tendu la main, je n'allais quand même pas cracher dedans. Hein. » disait Pétain. Puis enfin, s'il n'y avait pas eu la fameuse photo, personne n'aurait pu faire cette polémique. Cette photo est exploitée stupidement, indéfiniment. Il n'y a que ça, d'ailleurs. On ne voit que ça partout. Tous nos présidents ont serré la main des tyrans que nous avons parfois abattus par la suite. Je veux parler de Kadhafi, tout à fait. etc. Vous avez parfaitement raison. Alors, compte tenu de ce contexte, il était très difficile... parce que c'est Pétain qui avait voulu l'entrevue de Montoire. Ouais. Il était très difficile qu'il crée au départ un incident. Parce que, qu'est-ce qu'il voulait faire, Pétain, en allant à Montoire ? Il voulait d'abord savoir en réalité si c'était vrai que les Anglais étaient prêts de signer une paix séparée oui. Et c'est comment dirais-je, notre... Philippe Prévost, qui dans Le temps des compromis de mai-juin 40, audition CEC, en 2005, nous fait remarquer qu'effectivement, Halifax était tout à fait pour... alors ça, on ne le savait pas trop. En conséquence, il a essayé de savoir ce qui se passait. Ensuite, Pétain a voulu, tant qu'il a pu, essayer de réduire les contraintes draconiennes exigées par le vainqueur. Nous n'étions ruinés, nos usines étaient très endommagées, notre infrastructure détruite, la dette d'occupation était de 400 millions de francs jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que c'est. Les réquisitions alimentaires par l'occupant étaient considérables. Autrement dit, Pétain avait 40 millions de bouches à nourrir, et les Anglais avaient mis en place un blocus alimentaire. Pétain était également soucieux du nombre de nos prisonniers et des conditions de leur détention. Il avait aussi, il faut le signaler, la préoccupation de desserrer les conditions de passage de la zone de démarcation entre les deux zones. Alors, quand Pétain a parlé de collaboration, il ne s'agissait pas du tout d'une collaboration de cœur, ni d'une collaboration d'ordre militaire, mais simplement d'une collaboration d'ordre économique, en vue d'essayer d'améliorer les conditions de vie des Français. Mais ça, les Yaka Faucon, ils vont pas plus loin pour chercher exactement ce qui se passe. D'ailleurs, au même moment, au moment de Montoire, le maréchal avait envoyé le professeur Rougier auprès de Churchill pour l'assurer qu'il n'avait nullement l'intention de déclarer la guerre à l'Angleterre, comme le voulait l'Allemagne d'ailleurs, comme le voulait Hitler, mais pour essayer de tenter de mettre fin au blocus alimentaire dont nous étions victimes. Je vais vous citer simplement 2 témoignages qui méritent d'être, prenez les références, d'être bien, comment dirais-je, noté dans la mémoire, voilà. Noté, mémorisé. Le premier témoignage, c'est von Rentefink, qui était le ministre plénipotentiaire allemand auprès du maréchal. Voilà ce qu'il déclara à la Libre Belgique, 1er et 2e novembre 1947. Je cite. Le maréchal était parfaitement lucide. Il suivait une ligne politique bien définie et savait ce qu'il voulait. Il estimait tout simplement que seule sa politique
pouvait sauver la France. Pour moi, dit Rentefink, pour moi, Montoire constitue la plus grande défaite de toute la politique allemande vis-à-vis de la France. Nous n'y avons rien obtenu et presque tout perdu de ce que nous avions. Nous n'avons pas réussi à gagner la France à notre cause, ni à occuper le territoire français tout entier. S'il n'y avait pas eu Montoire, il n'y aurait pas eu, vraisemblablement non plus, le débarquement allié en Afrique du Nord, ni notre débâcle là-bas. Bon, il y a pas mal de références. Je vous donne simplement les livres de Le Greniec, parce que Le Greniec a écrit 10 bouquins. Il a écrit Pétain et les Allemands, Pétain face à l'histoire. Vous pourrez trouver ça sans problème, hein, dans le premier, page 233-234, dans le second, la page 182 et 183. Et les 2 livres sont aux Nouvelles Éditions Latines. Nouvelles Éditions Latines, vous avez raison. Vous avez une autre citation intéressante, c'est celle de Paul Otto Schmidt. Paul Otto Schmidt était l'interprète d'Hitler. Eh bien, voilà ce que dit Paul Otto Schmidt. Pas une seule fois Pétain n'eut un mot aimable pour Hitler. Son attitude donnait l'impression d'une sorte de hauteur. Je n'ai compris qu'après la guerre l'attitude que le maréchal Pétain avait eue à Montoire, en apprenant que, le jour même de cette entrevue fameuse, le professeur Rougier discutait en son nom avec Churchill, apportant à celui-ci l'assurance que la France n'entreprendrait jamais rien d'incompatible avec l'honneur contre son allié. Aujourd'hui, quand je compare le compte-rendu de cet entretien de Londres, autrement plus concret avec celui de Montoire, et en tenant compte des événements ultérieurs, je suis enclin à conclure que le maréchal Pétain fut le vainqueur diplomatique de Montoire. Vous trouverez ça dans ma figuration auprès d'Hitler de Paul Otto Schmidt, édition Plomb. Vous trouverez également cela dans Montoire, Verdun diplomatique de Louis-Dominique Girard, édition André Bonne, en 1948. On peut comprendre, dans ces conditions, que les Allemands avaient catalogué le maréchal de Fuchs, de renard. Et pourquoi Hitler regrettera amèrement de nous avoir laissé signer l'armistice. Et non pas la capitulation, ce qu'ont toujours refusé Pétain et Weygand, bien entendu. Bien, si vous me permettez, je passe à la fin de cette émission. Les victimes des épurations de France et d'Indochine en 1944-1945. Alors, je rappelle aux auditeurs qu'ils sont à l'écoute du libre journal des auditeurs, de Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie, que le colonel Le Pargneux nous traite de Pétain de Gaulle, une autre vision de l'histoire. C'est le 3e volet de plusieurs émissions, donc celle du 22 juin, celle du 13 juillet, dont j'ai résumé les propos tout à fait en début d'émission, et qu'une 4e émission aura lieu au mois d'octobre, le 19 octobre, qui traitera plus spécifiquement de l'affaire algérienne. Mais là, nous en sommes chronologiquement, donc en 44-45, les épurations de France et d'Indochine. Oui, je demande pardon à mes amis gaullistes, parce que j'ai quand même des amis gaullistes. Hein. De Gaulle avait certaines qualités que je ne nie pas. C'était un homme juste. Il payait ses notes, plus exactement. Il payait ses notes. Vous voyez, il ne profitait pas du régime. Hein. Voilà. Mais quelle responsabilité, combien de morts il a sur la conscience. Et je serais curieux de savoir la discussion là-haut entre Pétain et De Gaulle. Hein. Je verrai ça quand j'y serai, moi. Bon, alors, premièrement, en août 1944, le maréchal craignait de graves incidents. Et il envoya à Paris, auprès des Britanniques et auprès de De Gaulle, il envoya un émissaire. Cet émissaire, c'était, comme vous l'avez cité tout à l'heure, l'amiral Offand. Et le but était de trouver un compromis juridique pour éviter qu'il y ait une véritable guerre civile, de façon à ce que la passation de pouvoir puisse se faire correctement. Eh bien, je suis stupéfait que à l'Assemblée nationale, le 2 mars 1945, on n'est plus à l'époque de l'arrivée à Paris, le 2 mars 1945, voilà ce que De Gaulle déclare. Au moment où j'arrivais à Paris, le 25 août 1944, m'était remise une communication du maréchal Pétain.
le représentant avait en vertu d'un ordre écrit du 11 août 44 tout pouvoir pour chercher avec nous une solution de nature à éviter la guerre civile. Écoutez bien ça. J'ai éconduit le représentant. Point. Messieurs, où est la guerre civile? Ben écoutez, moi, je suis stupéfait. Messieurs, où est la guerre civile? C'est une effroyable déclaration. Quand on pense au nombre de victimes de l'épuration de 44-45, du fait de son refus d'utiliser l'armée et l'aide des Américains pour mettre de l'ordre dans le pays. C'est ce que nous verrons d'ailleurs tout à l'heure dans la déclaration de Récipon à Druon. Il laissa ainsi libre cours à la vengeance des libérateurs communistes. Véritable guerre civile. Cautionnant alors la circulaire du 15 octobre 43. Notez bien la date. 15 octobre 43. Nous ne sommes pas encore en 44. 15 octobre 43. Circulaire conçue dans le cadre des directives voulues à Alger par le Comité français de libération nationale. Circulaire qui prévoyait dès cette date la mise en place préméditée d'une insurrection à organiser. Vous vous rendez compte? Un chef qui prévoit l'insurrection à organiser pour pouvoir justifier la prise de pouvoir. Moi, ça me rend, mais... Insurrection à organiser et, poursuivez, dans la déclaration... Et des exécutions à prévoir dès la libération. Non mais... D'ailleurs, Dominique Vénère a raison de parler de véritable guerre civile. Le dernier numéro de la nouvelle revue d'histoire, NRH, traite précisément de l'épuration. Le numéro qui vient de sortir ce mois-ci. Je vais l'acheter. Voilà. Je ne l'ai pas, je vais l'acheter parce que ça fait partie tout à fait du sujet. Voici d'ailleurs quels étaient, parce que c'est pas le tout, je vous parle des circulaires du 13 octobre 43. Alors je la cite, la circulaire. Quelques extraits. Quelles étaient les directives politiques de cette circulaire des murs, c'est-à-dire des mouvements unis de résistance du 13 octobre 43? Je cite très vite les articles 4, 5, 6 et 9. L'article 4, entre guillemets. L'insurrection a pour but de donner, par des manifestations de force et de masse, une base populaire et démocratique, vous parlez, au gouvernement provisoire et d'assurer, grâce à l'expression d'une volonté manifestement nationale, écoutez bien, une reconnaissance internationale au gouvernement de fait du général de Gaulle. Vous vous rendez compte, c'est écrit dans l'article 4. Ensuite, dans l'article 5, l'insurrection a pour but d'imposer au gouvernement provisoire des mesures immédiates révolutionnaires. L'article 6. Pendant la période dite insurrectionnelle, les comités régionaux de la libération disposeront d'une véritable délégation au nom du peuple français et du Comité français de libération nationale et de souveraineté politique de l'État. Les comités de la libération, non seulement commanderont l'insurrection, vous vous rendez compte, mais aussi prendront eux-mêmes à titre essentiellement transitoire le pouvoir. Les comités de la libération prendront toutes les mesures immédiates qu'imposera la situation et en particulier les mesures de répression révolutionnaire de la trahison. Moi, je ne sais pas comment on peut admirer des ordres pareils. Je ne pense pas que Pétain se soit amusé à donner des ordres comme ça. C'est le coup d'État permanent. Ah ben non, mais c'est effrayant. Alors je lis l'article 9. L'article 9 de cette circulaire des murs. Toute la période précédente, l'insurrection devra être marquée par une intensification progressive des exécutions des traîtres. Dès maintenant, dans chaque département, on dressera la liste des traîtres les plus notoires. Et on sait que les traîtres sont devenus... Alors, je trouve ça, pour moi, inconcevable. Inconcevable. Alors, évidemment, mes amis gaullistes, je ne peux pas leur dire que je suis en admiration, c'est pas possible. D'ailleurs, rappelons ce que De Gaulle a dit le 18 avril 1942 à la radio de Londres. Il a déclaré ceci: la libération nationale, c'est lui qui le dit, est inséparable de l'insurrection nationale. Je dis, n'est-ce pas, une véritable appel à la guerre civile. Alors tout ça, vous trouverez ça dans une petite plaquette excellente dans le sel de la terre, numéro 67, j'ai d'autres références, etc. Vous trouverez ça. Alors, vous avez un ouvrage que je trouve remarquable, mais malheureusement qui n'est pas édité, mais c'est un travail que vous pouvez vous procurer si vous écrivez à l'auteur, c'est-à-dire à Alain Dumarsais. Je cite, il a fait une étude très sérieuse sur cette période,
Et sur plusieurs pages, comment dirais-je, il fait la relation des épurations insurrectionnelles et légales, parce qu'il y avait des épurations légales. Attendez. Et cet ouvrage, cette étude, De Gaulle, le plus grand commun diviseur français de tous les temps, vous trouverez ça de la page 139 à 160 et de 163 à 174. Moi, je suis particulièrement édifié. Alors, qu'est-ce que disait Dreyfus ? Eh ben, je cite Dreyfus, le professeur Dreyfus. Je cite, « À moins de fuir la vérité, on ne peut, dans la catastrophe nationale que fut l'épuration, éluder la responsabilité personnelle du général de Gaulle, poursuivant de sa vindicte ceux qui avaient servi l'État français sans jamais collaborer. » Ce qui fera dire, d'autre part, dans le même esprit, à Dominique Vénère, il lui fera dire ceci, celui qui, dès ses premiers discours de Londres, en 40, jeta les germes de la guerre civile et de ce qui s'ensuivit. Vous trouverez ça dans De Gaulle, la grandeur et le néant, de Dominique Vénère, édition du Rocher, 2010, page 193. Je vais citer simplement, à propos de l'épuration, où est la guerre civile, que De Gaulle dit ? Eh bien, voilà ce que disait l'ancien résistant Jean Paulhan, qui écrira dans sa lettre au directeur de la résistance. Il n'est pas, je cite Jean Paulhan, il n'est pas exagéré d'évaluer à 1 500 000 ou 2 millions de personnes le nombre de Français touchés de façon ou d'une autre par des crimes d'épuration. Il y en a un autre que je n'ai pas cité là, mais qui disait, mais finalement on était des enfants de cœur. Là, Robespierre était un enfant de cœur par rapport à ce que nous avons fait. J'imagine que dans ce chiffre, de ce 1 million, etc., les 105 000 exécutions sommaires relatées par Adrien Tixier font partie de ce chiffre. Ministre de l'Intérieur, Adrien Tixier. Attendez. Et moi, je suis stupéfait de voir que ce Adrien Tixier était ministre de l'Intérieur du général de Gaulle en juin 44 et février 45. Alors, je vous cite, vous trouverez toutes ces références, je vous le dis, dans l'ouvrage de Dumarsais, De Gaulle, le plus grand commun diviseur français de tous les temps, de la page 143, comme je vous l'ai dit. Et je vous donne tout de suite également, vous pouvez rentrer en relation par le courrier email avec Alain Dumarsais. Je vous donne son site, pas son site, mais son email, alain.dumarsais, DUMARCET, @yahoo.fr. Je répète, alain.dumarsais.yahoo.fr. Alors, les références que je vous donne là, à propos de la citation des chiffres par Alain Tixier, vous le trouverez dans le Quid de 1988, page 647, colonne C. Et puis vous le retrouverez dans la revue dont je vous ai parlé, Le sel de la terre. C'était, vous m'avez dit, et c'est édité par... Ce sont les Dominicains d'Avrier, voilà. De l'Aé au bonhomme d'Avrier. Alors, je vous cite un autre témoignage. Cette fois-ci, c'est un prêtre. Panissi, le père Panissi, dans son sermon du dimanche des Rameaux en 45 à Notre-Dame de Paris. Alors il a fait tout un baratin, bien entendu, toute une homélie longue, et dans cette homélie, j'y exploite d'innombrables arrestations illégales, bien plus tout à fait arbitraires, quand ce n'était pas de simple vengeance, d'innombrables emprisonnements tout aussi peu défendables, des lieux de détention privés où des hommes sans nulle fonction publique séquestraient des citoyens, la plupart du temps sans cause objective, des massacres sans jugement, des tortures exercées même sur des condamnés avant leur exécution, des assassinats de personnes condamnées, acquittées ou graciées, par de misérables envahissant les prisons pour assouvir leur vengeance. La délation élevée à la hauteur d'une institution. Ça, c'est la citation du sermon, extrait du sermon du père Panissi, qui était un jésuite, je crois, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, vous trouvez ça, là, même chose, dans le sel de la terre, numéro 88, en printemps 2014, page 102. Enfin, un autre témoignage, qui est aussi édifiant, c'est celle de Marcel Villard. Marcel Villard, qui était ministre communiste de la justice du gouvernement du général de Gaulle, en août 44. Voilà ce que déclarait Villard.
Désormais, le signe de la justice ne sera plus la balance, mais la mitraillette. Vous pourrez trouver cette citation dans la lecture française, le livre noir d'épuration, numéro 89-90. Août-septembre, 64, page 66. C'est ça. Alors, il nous reste du temps, j'espère. Oui, bien sûr. Poursuivez. Alors, nous parlons maintenant, enfin j'évoque maintenant, l'épuration. C'est un domaine que vous connaissez beaucoup mieux que moi d'ailleurs. L'épuration de victimes en Indochine, au sein de l'administration et de l'armée, épuration faite par De Gaulle, contre l'amiral Decoux et tous ces fonctionnaires qui, pendant l'occupation japonaise, finalement avaient réussi à garder une certaine autorité. Vous avez un ouvrage qui est un ouvrage très intéressant du colonel Pierre Quatrepoint, qui s'intitule « L'aveuglement de De Gaulle face à l'Indochine ». C'est chez Rémy Perrin en 2003. Petit livre indispensable pour comprendre ce qui s'est passé là-bas. Je l'ai acheté, il est tout à fait excellent. Colonel Pierre Quatrepoint, l'aveuglement de De Gaulle face à l'Indochine, chez Rémy Perrin, 2004. 2003, pardon. Vis-à-vis de ces populations indo-chinoises, De Gaulle nous avait perdre ainsi, je dirais, tout prestige. Il ne pouvait plus reconnaître. C'était incroyable. Et vraisemblablement, cette épuration sera à l'origine du conflit indo-chinois que nous aurons eu plus tard. Et peut-être même, indirectement, celui de l'Algérie, comme conséquence logique. C'est absolument certain, c'est fondé. Voilà ce que dit Paul Rignac dans l'introduction de son ouvrage. Voilà, je cite Paul Rignac. « Indochine, épuration gaullienne fut inappropriée, injuste, dévastatrice et particulièrement stupide. » Fermez les guillemets. C'est dans son ouvrage « La désinformation autour de la fin de l'Indochine française de 40 à 45 » de Paul Rignac, édition Faut le faire. Là aussi, les livres de Paul Rignac sur l'Indochine sont indispensables si vous souhaitez, chers auditeurs, comprendre ce qui s'est passé sur la fin de la colonisation et les mensonges que nous avons subis. Alors, au troisième paragraphe, là, à propos de cette épuration, quant aux amiraux et généraux qui avaient obéi au maréchal Pétain, ils seront emprisonnés, tel ce général Dens, haut commissaire pour la France au Levant, qui, incarcéré par De Gaulle, mourra le 13 décembre 1945, en prison après avoir été détenu dans une cellule froide et humide, les fers aux pieds, pendant 205 jours. Je dis, quelle honte! C'était pas nécessaire, on pouvait continuer le combat sans arriver à une véritable guerre civile comme ça. Vous pouvez trouver des références. 11 amiraux dans la tourmente, publication d'André Figueras, avril 91. Vous trouverez ça aussi dans l'affaire de Syrie, un faux nommé De Gaulle, un faussaire nommé De Gaulle, de Marc Dorier. Dans les écrits de Paris, 728. Février 2010, pages 31 et 38. C'est pour ça que moi j'ai fini de parler, mais je vous demande de lire cette lettre remarquable qui est extraite. Ce que vous allez lire est un extrait d'une lettre beaucoup plus longue. Je l'ai trouvée dans la revue Le Maréchal du deuxième trimestre 2001, page 202. Et cette revue est la revue de l'Association pour la défense du maréchal Pétain. C'est une revue, je précise, de haut niveau, qui ne se réfère qu'à des textes historiques. C'est pas des baratins fabriqués comme on peut en voir à la télévision. C'est uniquement tout ça des textes historiques. Donc je pense que la lecture de ce que vous allez nous faire mérite grande réflexion. Et je demande effectivement pardon à mes amis gaullistes. Alors voici donc lecture de quelques extraits de la lettre ouverte de André Récipon à Maurice Druon. Je précise qu'André Récipon était le successeur de Raoul Follereau. C'était un gaulliste et il a écrit bien sûr à Maurice Druon qui était un gaulliste. Et je donne lecture juste avant, parce que sans ça on n'aura plus le temps en fin d'émission. Mon colonel, émission très intéressante. Comptez-vous publier toutes les informations sur le sujet que vous venez de traiter? Alors, j'ai dit que j'étais plein d'admiration pour mon éditeur féminin, car je vais me faire taper tout ça. Évidemment, ça a moins d'intérêt qu'une
comment dirais-je, une émission orale, mais le papier est indispensable avec toutes ces références. Car je reconnais que lire à l'écran, c'est épouvantable. Il est forcément beaucoup plus facile de lire un papier qu'une consultation prolongée sur écran. Alors un auditeur nous dit, 100% d'accord avec tous les intervenants, De Gaulle était un traître. Si les Allemands avaient gagné la guerre, il aurait dû être pendu. Non, faut pas exagérer, mais... Voilà, Vénère a écrit un très bon livre, Le cœur rebelle, oui, bien sûr. Et puis alors, quelque chose que l'auditeur n'a pas entendu, l'étoile de David a été imposée en France. Les Juifs d'Algérie ont eu leur nationalité française retirée. Et la milice a été créée par Pétain. Vous parlez de la milice, j'ai pas eu le temps d'aborder tout ça, vous permettez. La milice, elle est de 1943. Et si la milice a été créée, c'est à la suite des exactions stupides faites par les communistes qui provoquaient d'une façon idiote les Allemands. Alors évidemment, il y a eu la création de la milice, et à partir du moment où on se fait la guerre, il n'y a plus de fin. C'est l'enchaînement de la violence. Mais si elle a été créée, c'était pas du tout dans le but péjoratif ou absolument... il fallait, à ce moment-là, essayer de remettre un peu d'ordre dans toutes ces exactions. D'ailleurs, De Gaulle lui-même a reconnu que les soi-disant résistants créaient des situations impossibles. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le colonel Rémy. Alors, évidemment, je ne vais pas faire parler une personne disparue, mais je peux vous dire qu'il était absolument outré par ce qui s'était passé pendant la dernière partie de la guerre et pendant l'épuration. Et il était tout à fait... je lui faisais cette remarque en lui disant « Mais mon colonel, comment se fait-il que vous ne soyez pas à côté de De Gaulle pour descendre les Champs-Élysées au moment de la libération de Paris ?» Mais il me dit, mais mon jeune ami, j'avais une vingtaine d'années quand je l'ai rencontré, et il me dit, mais mon jeune ami, si j'avais été à côté, il y avait 50 000 Français qui m'auraient mis une balle dans la tête. Ah bon. Car moi, j'ai toujours eu un Ausweis, j'ai toujours discuté avec les plus hautes autorités allemandes. Quand on fait du renseignement, où croyez-vous qu'on obtienne du renseignement intéressant ? C'est auprès des plus hautes autorités. Donc il faut arriver à se glisser auprès de ces autorités. Ça n'est pas en assassinant un aspirant de marine que on fait de la résistance. Quant à cette affaire de l'étoile jaune en Algérie, elle n'a jamais été portée. Alors elle n'a jamais été portée. Et ensuite vous aviez tant que je serai déclaration de Pétain au grand rabbin Schwartz. Tant que je serai vivant, je n'accepterai jamais que cette ignominie qu'est l'étoile jaune soit appliquée en zone sud. Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est une déclaration tout à fait raison. Qui a été reprise dans Pétain et la France de Raymond Tournoux, page 305, que rapporte Raymond Aron, etc. Alors, je lis, il nous reste quelques minutes. Je lis donc cette fameuse lettre ouverte de André Récipon, gaulliste lui-même, à Maurice Druon, en réponse à quelques discours de Maurice Druon. Je cite. Celui par qui le malheur est arrivé, celui qui a gracié en 1945 les traîtres et qui, dès septembre 1939, ont choisi de trahir la France, de déserter en temps de guerre et de s'allier avec Hitler, notre ennemi, parce qu'il venait de signer un pacte avec Staline, celui qui a accepté leur alliance lorsqu'ils ont à nouveau changé de camp après qu'Hitler ait attaqué l'Union soviétique en 1941. En septembre 1944, les jeunes Français qui n'avaient pas accepté la défaite, mais n'avaient jamais voulu faire un bout de chemin avec les communistes, se sont engagés dans la 2e DB de Leclerc ou la 1re armée de Delattre. Nous sommes partis nous battre contre les Allemands. Pendant que nous risquions nos vies en Alsace, les communistes restaient en France pour se battre contre les Français. Ils en ont arrêté, torturé et tué plus de 100 000. Si 8 divisions avaient pu être armées et équipées pour permettre à la France de rester présente dans la guerre, et à De Gaulle de parler en son nom, c'est aux seuls Américains que nous le devions. Pourtant, en 1944, il rejeta l'offre des Américains de désarmer les communistes et préféra gracier les communistes condamnés à mort pour haute trahison, tandis qu'il condamnait à mort le maréchal et les Français qui lui avaient obéi. Tout ce que vous dénoncez dans votre livre et qui fut voté en 1946, le statut de la fonction publique, le monopole du syndicat du livre, les nationalisations des banques, des assurances et de l'énergie, EDF en particulier, sont l'offre des communistes ramenés par De Gaulle. Ne venez pas me dire, à moi et à d'autres, qu'il n'y avait pas d'autre solution. Au lieu de laisser la 1re armée et la 2e DB occuper l'Allemagne, ils n'avaient qu'à nous faire revenir en France. Les milices communistes n'auraient pas fait le poids devant nous. Nous nous y attendions.
Mais il a commencé par ôter à De Lattre le commandant de la première armée pour le donner à un Godillot plus docile. Que les Français aient ou non une zone d'occupation était moins important que de rétablir la paix civile en France. Notre présence aurait sauvé du déshonneur les Français qui n'avaient pas commis d'autre crime que celui d'être anticommunistes. Ce qui était important en ce printemps 45, c'était de réconcilier les Français. De Gaulle, je l'ai quitté lorsque, poussé par les communistes, au lieu de rassembler les Français, il a condamné ceux qui, comme le maréchal, avaient dû affronter les suites d'une terrible défaite dont il n'était en rien responsable. La réconciliation des Français passait obligatoirement par la reconnaissance du rôle qu'avait joué le maréchal, ce que de Gaulle refusa. Il a fait condamner ceux qui, pendant 4 ans, avaient dû subir les dictates de l'occupant, ceux qui avaient fait de leur corps, de leur personnalité un rempart, pour protéger les Français et 2 millions de prisonniers. Même Laval n'a jamais trahi. Il a négocié, lutté, ergoté comme l'avocat qu'il était et comme le paysan madré qu'il restait. Il ne cédait que pour éviter un plus grand mal, et il est mort assassiné par des balles françaises. Son procès est une monstruosité judiciaire qui entache l'honneur de la France. En octobre 1940, pendant qu'il rencontrait Hitler et ne cédait rien sur le fond, le maréchal envoyait à Londres le professeur Rougier pour signer un accord avec Churchill pour laisser entrer le ravitaillement en provenance des colonies. Ceci n'est qu'un exemple, mais il donne une vision exacte de la réalité de la guerre secrète. De Gaulle le savait, mais il a toujours nié les faits et il a laissé condamner le professeur Rougier qui sera heureusement réhabilité. Le colonel Rémy a souffert lorsqu'il a découvert la vérité sur le maréchal. Il a supplié de Gaulle de revenir sur ce crime et de réparer cette injustice. Toujours au nom de la raison d'État, a-t-il dit. De Gaulle a refusé. C'est un mensonge. C'est son orgueil qui le poussait à s'abriter derrière la raison d'État et à prétendre incarner la France alors que seul le maréchal avait été investi et reconnu par tous les États, y compris les USA et l'URSS. En réalité, de Gaulle a condamné ceux qui ont eu une autre conception de leur devoir que la sienne, et les a laissés mourir comme le général Dantz, les faire aux pieds, non parce qu'ils avaient douté de la France, mais de lui. En 1939, les communistes français ont préféré trahir la France en s'alliant avec l'Allemagne plutôt que de trahir leur parti. De Gaulle les a graciés. Les Français qui se sont sacrifiés pour protéger leurs frères, de Gaulle les a condamnés. En 1958, je me suis fait surprendre une deuxième fois. J'avais cru que sa traversée du désert lui avait donné l'occasion de méditer sur ses erreurs passées. Une nouvelle fois, il a trahi tous ceux qui lui avaient fait confiance. Et il a trahi non pas pour donner l'indépendance au peuple algérien, il a trahi tous les amis de la France pour donner le pouvoir au Parti communiste algérien, après avoir éliminé tous ceux qui ont tenté de s'opposer à sa politique. Votre livre me laisse un immense espoir. Il vous suffirait de faire un geste. Ce geste, évidemment, ne satisfera pas les communistes, mais ce geste, si vous le faites, sera pour vous, pour tous les Français, un geste d'apaisement, un geste de réparation, un geste qui supprimera définitivement la fracture de la communauté française qui dure depuis 55 ans et l'empêche de se rassembler. Proposez, avant qu'ils disparaissent tous, aussi bien à ceux qui ont suivi de Gaulle qu'à ceux qui sont restés fidèles au maréchal, de conduire son cercueil, le 11 novembre prochain, à l'île-Dieu, de l'île-Dieu, au fort de Douaumont, où il reposera en paix au milieu de ses soldats. J'ai confiance dans votre réponse, car le courage ne vous a jamais manqué. 3 points de suspension, fermez les guillemets, c'est André Récipon qui parlait. Hélas, en cette occasion unique de pouvoir réconcilier les Français entre eux, ce jour-là, le courage a manqué à Maurice Druon, puisque rien n'a été fait en ce sens. Colonel Lepargneux, merci pour cet exposé, je le rappelle, absolument fondé. C'est ce qui en fait toute sa valeur, c'est-à-dire que vous avez entendu, chers auditeurs, toutes les références que le colonel Lepargneux donne. En fait, si je peux me permettre, mon colonel, c'est pas tant vous qui parlez dans ce récit, c'est que vous citez... Je n'ai rien inventé. Après un travail de compilation considérable, vous citez en fait d'autres auteurs, des auteurs éminemment patentés pour pouvoir, des historiens, des témoins, des acteurs de cette période de notre histoire nationale, et c'est ce qui fait toute la valeur de cet ouvrage, parce que sachez qu'en 3 émissions, et il y en aura une 4e, je le répète, nous avons là un corps qui peut faire l'objet d'un ouvrage, c'est certain.
avec les citations que vous y donnez. Alors, je voudrais, il nous reste quelques minutes, puisque nous en étions arrivés chronologiquement, oui, à moins que vous ayez Oh non, je voulais quelque chose à simplement vous ajouter. remercier d'avoir si bien lu cette page, parce que c'est vraiment la conclusion de l'excellente synthèse de ce qui a été dit avant. Hein. Et il faut répéter que André Récipon était gaulliste. Tout à fait. C'est ce qui fait là Mais aussi. moi, je suis stupéfait parce que j'ai eu des échanges épistolaires avec Druon. Je lui ai dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas répondu à Récipon ni à moi 3 fois de suite? Et il m'a répondu, il m'a répondu, mais d'une façon lamentable. Je n'ose pas, comme il est mort, citer les bêtises. Je dirais, il connaissait pas l'histoire pour m'avoir écrit ce qu'il a écrit sur le maréchal Pétain. Alors, sachez que là aussi, chers auditeurs, ce que vous ne voyez pas, c'est que le colonel Leparieux a toutes les lettres sous les yeux. Ah oui, là, je la vois, elle est bien réelle. Je me dis, c'est un type peut-être, mais je lui avais écrit parce qu'il est venu 2 ou 3 fois à Radio Courtoisie ici. Oui, bien Je me sûr. suis dit, mais c'est pas un vieux, ce monsieur-là. Alors donc, comment se fait-il que vous n'ayez pas répondu à une lettre aussi importante? Faut voir l'accusation de Récipon et la proposition qu'il fait. Parce que je crois que dans notre monde, on n'abat pas de cette façon les icônes, surtout lorsque les icônes ont pendant un temps au moins eu tous les pouvoirs en France. Voyez les carrières qu'ont fait un certain nombre de ses amis, restez fidèles, quelles que soient les circonstances, et vous saurez comment ils ont résisté à la tentation de... Merci infiniment de me permettre de m'exprimer à cœur ouvert. Hein. Alors, mon colonel, avant de nous quitter, je rappelle aux auditeurs les 3 émissions que nous avons fait ensemble, le 22 juin dernier, le 13 juillet dernier, aujourd'hui même. Cette émission, bien sûr, est rediffusée demain matin, dans la nuit de dimanche à lundi, et demain matin, lundi 8 septembre. Et je rappelle que nous nous reverrons pour terminer, peut-être, pour terminer cette série, le 19 octobre, le dimanche, à 18h, et nous traiterons plus particulièrement de l'affaire... De la liquidation, dans le déshonneur et la trahison de l'Algérie et du Sahara. Là encore, ayant vécu cette période, je ne peux pas admettre qu'on justifie le départ des Français dans les conditions dans lesquelles il s'est fait. C'est pas pensable. Absolument. Et nous utiliserons beaucoup de documents, là encore, et peut-être même ceux que nous donne l'association Jeunes Pieds Noirs, qui a là aussi un corps de référence tout à fait remarquable et qui fait un travail énorme. Énorme. Bernard Coll fait un travail énorme pour redonner le véritable sens de l'histoire. Merci mon colonel. Alors au 19 octobre. Bien sûr.